Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues, que les objectifs fixés au sein d'une loi d'orientation pluriannuelle soient déclinés au sein d'une loi de financement ou de finances, il permettrait en tout état de cause d'inscrire les débats sur la fiscalité locale dans une nécessaire pluriannualité. Si notre proposition de loi constitutionnelle a opté pour une loi de financement des collectivités, nous souscrivons entièrement aux propos du rapporteur spécial de la mission budgétaire RCT du PLF 2020, Loïc Hervé, que je viens de reprendre. En fait, notre proposition est une proposition partagée par des acteurs d'origine et de visées différentes. L'Association des maires de France, pour commencer, qui l'a fait savoir par la voix de son précédent président François Baroin pour la révision constitutionnelle de 2018, réaffirmée dans la contribution à l'élection présidentielle de 2022 et plus récemment par son communiqué de presse du 14 mars 2023. Par aussi une grande partie des maires que nous avons interrogés en 2019 et qui nous ont dit à 80% qu'ils étaient d'accord avec cette possibilité. Par également la Cour des comptes dans ses rapports 2013, 2016, 2018, par les rapporteurs Charles de Courson et Christophe Gérotier, qui ont abouti aux mêmes conclusions en mai 2018 dans le cadre de leur mission flash sur l'autonomie financière des collectivités locales, par notre collègue Roger Karoutchi, qui a déposé un texte et une proposition de loi constitutionnelle dont le texte est quelque peu comparable au nôtre. Le constat est donc partagé. Parce que la révision constitutionnelle de 2003 n'a pas permis de garantir, vous le savez, l'autonomie fiscale des collectivités locales pour se réduire à une autonomie financière interprétée de manière stricte par la jurisprudence du Conseil constitutionnel lors de la suppression de la taxe d'habitation notamment. Cette consécration de l'autonomie financière n'ayant été au final, pour reprendre le professeur Michel Bouvier, qu'un rendez-vous manqué et une illusion. Il en est de même de la jurisprudence dans l'appréciation des mécanismes de compensation financière des transferts de compétences. C'est particulièrement édifiant, vous le savez, en ce qui concerne les dépenses sociales de nos départements. Malgré de nombreuses QPC qui ont été soulevées par les collectivités, aucune n'a prospéré face à l'interprétation stricte de notre Conseil constitutionnel. L'autonomie financière des collectivités a donc été vidée de son sens, alors qu'il s'agit quand même de garantir la libre administration, donc le respect de l'organisation décentralisée de notre République. La part de fiscalité s'est progressivement réduite au profit de dotations données par l'État. Les dernières dispositions budgétaires issues de la loi de finances de 2023 ont encore fait la démonstration de cette évolution avec la diminution de la CVAE. Nous nous retrouvons donc dans un système qui est de plus en plus opaque et illisible. En octobre 2022, la Cour des comptes soulignait que, je cite, « la sédimentation historique des recettes » et a fait le constat que notre système était de plus en plus complexe et à bout de souffle. Ce système opaque, illisible, entrave l'action des collectivités locales qui n'ont pas de visibilité sur les réformes fiscales, les décisions d'attribution des dotations d'investissement ou alors l'imposition des normes de toute nature. L'éparpillement des mesures budgétaires et fiscales concernant les collectivités locales dans la loi de finances ne fait qu'ajouter à la confusion qui s'est installée dans les relations financières entre l'État et nos collectivités, où l'État cherche souvent à faire payer aux collectivités, justement, ce qu'il ne souhaite plus assumer. D'où notre proposition qui réside dans 2 points. D'une part, la création d'une loi de financement des collectivités territoriales. D'autre part, une compensation dynamique dans le temps des transferts opérés. S'agissant de la loi de financement des collectivités locales, je rappelle que c'est quelque chose qui est historiquement ancré avec le rapport d'Olivier Guichard de 1976, repris régulièrement, notamment dans le rapport Lambert-Malvy. Les objectifs de cette loi de financement sont simples. Un cadre de référence unique pour le Parlement, un outil de transparence pour une meilleure information des élus locaux,
une lisibilité et une visibilité pour les collectivités territoriales à même de conférer ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire de la prévisibilité. Une meilleure lisibilité également des engagements financiers de l'État et enfin une clarification des responsabilités de chacun. Ainsi, la loi de finances, articulée comme peut être le PLFSS à texte principal qui fait l'équilibre financier de l'État, elle viendrait s'inscrire comme un complément et nous aurions un trépied avec une loi de finances, une loi de financement de la sécurité sociale et une loi de financement des collectivités. Mais le texte a d'autres ambitions. D'abord, la clarté et la sincérité des débats parlementaires en ce qui concerne les collectivités. La reconnaissance au sein de notre édifice constitutionnel des collectivités locales qui représentent 20% des dépenses du budget de la nation et 57% de l'investissement local. Cette évolution permettrait également de mettre fin à l'infantilisation constante des collectivités territoriales par l'État et elle constituerait, cette loi, un espace de dialogue justement entre ces mêmes collectivités et l'État central. Certains arguments nous ont été objectés par la rapporteure. Des écueils pratiques au regard du calendrier parlementaire. Il y aurait déjà matière à discuter du calendrier d'examen de la loi de finances qui mériterait tout simplement d'être revu. Problème d'articulation avec la loi de finances, mais la loi de finances initiale retrace les versements de l'État à la sécurité sociale, ce qui n'empêche pas le vote par le Parlement d'une loi de finances de la sécurité sociale. On nous a parlé aussi d'un pouvoir de contrainte supplémentaire pour le gouvernement et en fait, c'est déjà le cas. Les atteintes à la libre administration sont légion, gel, diminution des dotations, contrat de Cahors. Nous pensons plutôt que c'est le manque de transparence qui menace l'autonomie. Et il ne s'agit pas ici de faire un parallèle entre cette loi de financement des collectivités territoriales et la loi de financement de la sécurité sociale, puisque au nom de la libre administration des collectivités, il ne s'agit pas de fixer un plafond et de lui donner un caractère prescriptif. Autre argument, l'utilisation possible du 49.3. Je ne vois vraiment pas la différence avec la situation qui existe déjà, le 49.3 pouvant être utilisé, et il l'a été largement, sur la loi de finances. L'absence de loi organique, enfin, qui empêcherait de se prononcer. Nous sommes prêts à y travailler avec vous, Madame la rapporteure, notamment en déclinaison de la PPLC de notre collègue Karouchi que vous avez co-signé. S'agissant de la garantie dynamique, l'article 2 de notre texte prévoit une garantie effectivement dynamique dans le temps du transfert de compétences. Là aussi, je ne vais pas épiloguer, c'est une demande réitérée des collectivités territoriales. Cette disposition avait été intégrée lors de l'examen du projet de loi 3DS à notre initiative et malheureusement retirée en CMP. Alors, c'est vrai que le président Philippe Bas avait également intégré cette disposition au sein de sa PPLC qui a été votée, mais cela ne suffit pas à retirer l'intérêt de ce que nous proposons. Ce texte vise surtout à réaffirmer le rôle que jouent les collectivités locales dans l'organisation décentralisée de la République. Cette reconnaissance est pour nous impérative et elle ne peut pas, elle ne devrait pas être sacrifiée sur l'autel de la politique partisane. D'où la proposition que nous vous faisons aujourd'hui de travailler ensemble, comme nous avons pu le faire pour Lausanne. Il est temps, pour conclure, de sortir de la verticalité du pouvoir qui place l'État et les collectivités locales dans un rapport de défiance permanent. Et cette loi permettrait une nouvelle avancée des libertés et de la démocratie locale. Je vous remercie.